Bonjour Bonjour. Bonjour. et nous vous remercions encore de prendre le temps, de répondre. Oui, pas de problème. Oui, à mon tour, je vous remercie vivement du temps que vous avez accordé pour cette interview. Merci beaucoup, Monsieur Chetouani. Est-ce que vous pouvez commencer par une petite présentation sur vous-même pour commencer l'interview? Ah oui, d'accord. Mohamed Chitouni, moi je suis professeur à Sorbonne Université, à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Je travaille dans le domaine de l'interaction humain-robot, la robotique sociale, traitement du signal social. Par ailleurs, j'ai d'autres activités. Donc, je suis aussi président du comité d'éthique de la recherche de Sorbonne Université et chargé de mission handicap étudiant de la faculté des sciences et d'ingénierie. Merci beaucoup, monsieur, Hum. pour cette présentation. Très beau parcours et très bonne fonction. C'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Alors, vous êtes actuellement responsable de l'équipe de recherche, perception, interaction et robotique sociale à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de la Sorbonne University. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en matière de traitement de signal et d'apprentissage machine pour l'interaction homme-machine? Oui, alors bon, maintenant je suis plus depuis 2 ans, je suis plus un peu plus de 2 ans maintenant, je suis plus responsable de cette équipe-là. C'était une équipe que j'avais créée il y a plusieurs années. Mais concernant effectivement l'apprentissage machine en fait, ce qu'on fait peut-être dans notre équipe par rapport à l'apprentissage machine et le traitement du signal, c'est que c'est ce qu'on appelle souvent des approches centrées humain. Donc on essaie de faire des approches de traitement du signal, de perception et d'interaction et d'apprentissage qui inclut l'humain d'une façon ou d'une autre. Donc, soit dans ses spécificités, par exemple, quand on fait de la perception, essayer de comprendre les actions, les intentions de l'humain. Donc, c'est très centré sur l'humain, les signaux sociaux, la communication non verbale, mais aussi dans les interactions, c'est-à-dire prendre en compte les spécificités de l'humain, la rationalité ou l'irrationalité, les intentions, les objectifs. Donc, ça veut dire qu'on définit souvent ce qu'on fait par le fait que ça soit centré humain. C'est-à-dire que toutes nos méthodes, même si à la fin c'est de l'apprentissage du traitement du signal, elles doivent inclure d'une manière ou d'une autre un humain, que ce soit en interaction humain-robot, en perception ou j'allais dire même en caractérisation. Et une autre particularité peut-être de ce qu'on fait dans notre, ça veut dire que enfin, une autre particularité, c'est qu'on a beaucoup d'applications cliniques. Je sais pas décrit l'équipe Pyros, mais c'est l'équipe perception, interaction, robotique sociale, c'est l'équipe pluridisciplinaire. On a aussi des psychiatres, des psychologues dans l'équipe, et une partie de l'équipe est dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc ça veut dire qu'on a pas mal d'activités cliniques, et ce qu'on fait en traitement du signal et de l'apprentissage, c'est orienté vers ça aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre en compte ces aspects-là. Merci pour votre réponse. Très intéressant comme démarche, le fait de combiner entre des ingénieurs, des chercheurs et aussi des psychiatres ou psychologues. Sur cette même réponse, je voudrais vous poser la question, comment la robotique sociale, couplée avec l'apprentissage machine, peut-elle devenir un assistant intéressant en termes de psychiatrie? Et pouvez-vous nous expliquer les dernières avancées dans ce domaine? Alors dans ce domaine-là, en fait, la santé mentale en général, parce que l'objet de la psychiatrie, c'est un domaine qui est moins technique en réalité que d'autres domaines de la médecine, par exemple, je sais pas moi, l'imagerie médicale, mais aussi la chirurgie et autres, c'est assez technique. En santé mentale, on n'a pas beaucoup d'outils pour caractériser, pour diagnostiquer. C'est souvent un certain nombre de questionnaires, il faut savoir que c'est plutôt par exemple, moi, dans ce que je fais dans le diagnostic de l'autisme, c'est pluridisciplinaire. L'évaluation et le diagnostic est assez complexe. Ça veut dire qu'on fait intervenir pas mal de monde avant de pouvoir poser un diagnostic. Et c'est la même chose pour la prise en compte et la réhabilitation. Dans la réhabilitation, c'est très souvent que c'est pas seulement le psychiatre qui prend en charge, pas seulement le médecin, mais aussi des psychologues, mais aussi des orthophonistes, des psychomotriciens. Donc ça veut dire que c'est assez complexe, on n'a pas d'outils, et l'objectif de ce qu'on a monté il y a maintenant plus de 15 ans avec la Pitié-Salpêtrière,
l'idée principale, c'est d'avoir des signes ou des indices justement ou plutôt des marqueurs qu'on appelle maintenant des marqueurs digitaux, des marqueurs numériques de la pathologie, en utilisant justement des techniques d'intelligence artificielle, de traitement du signal et d'apprentissage. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que aujourd'hui, on peut avoir des marqueurs qui ne sont pas seulement dans l'autisme génétique ou des questionnaires, mais aussi des marqueurs qui sont liés à la véritable interaction. Et donc ça, c'est une particularité de ce que l'on fait. L'autre particularité, c'est qu'on peut mettre des agents, notamment des robots, et dans l'autisme, c'est souvent en santé mentale, mais c'est vrai dans l'autisme, c'est des problématiques d'interaction sociale. Et donc mettre des agents type des robots ou des agents conversationnels, c'est intéressant parce que c'est des agents qu'on va maîtriser, qu'on va pouvoir vraiment prendre en compte la particularité et les mettre en situation. Et donc ça, par exemple, ça nous permet de faire des choses. C'est un domaine que je connais très peu, donc je trouve votre entretien très, très intéressant. Petite question comme ça, mais est-ce que, par exemple, on peut penser que donc l'utilisation de ces outils, dont une partie est fondée sur le machine learning, permettent de mieux, comment dire, d'avoir une meilleure détection des cas d'autisme ou de problèmes de santé mentale, parce qu'on voit souvent des gens qui s'expriment en public en disant j'ai souffert d'autisme, j'ai souffert de tels problèmes pendant des années sans avoir été détecté. Et ça a été un vrai problème. Et ma vie a changé pour le mieux le jour où j'ai pu savoir quel était mon souci et que j'ai pu recevoir des soins ou avoir un accompagnement adapté, en fait. Ouais, alors malheureusement, on n'en est pas à ce stade-là de pouvoir faire du diagnostic comme ça, j'allais dire, beaucoup plus rapide. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est justement mieux connaître la pathologie. Je donne des exemples hein, souvent, l'intérêt du machine learning, du traitement du signal, c'est qu'on va pouvoir visualiser des choses que les psychiatres ne voient pas. Parce qu'en réalité, le diagnostic, il n'y a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui de faire un diagnostic automatique spécifiquement à l'autisme. Mais ce qui est intéressant, c'est d'amener d'autres marqueurs. Tout à l'heure, on a dit que c'est une spécialité de la médecine où il n'y a pas l'imagerie, il n'y a pas, voilà, je demande une radio pour confirmer ou pas mon diagnostic. Donc, ce qu'on est capable de faire, par contre, c'est faire des interactions et dans ces interactions, les mesurer. Par exemple, ce qu'on a fait, on a pu montrer que la distance entre le thérapeute et l'enfant, ou le thérapeute, ou l'enfant et sa mère ou ses parents, pouvait changer dans le temps en fonction des interactions. Il y a eu un débat, et c'est vieux dans l'autisme, un débat du rôle de la mère, par exemple, dans le développement de l'enfant. Est-ce que c'était une cause ou pas de l'autisme? On s'est démontré maintenant très clairement aussi par ces méthodes-là que non, en fait, ça n'a rien à voir. La mère est quand même capable de réagir et les parents sont quand même capables de réagir très tôt, même s'il n'y a pas de diagnostic autisme, et de surstimuler. Donc ça permet la même chose par exemple pour la voix, pour les expressions faciales, on arrive à mieux comprendre leur production et de mieux les caractériser. Sachant que dans l'autisme, il faut comprendre que c'est un spectre autistique en fait, c'est-à-dire que deux enfants autistes se ressemblent pas. Et donc c'est difficile de caractériser comme ça de manière automatique. Donc on est plus sur des marqueurs en fait. Nous on a l'habitude de dire que dans notre équipe qu'on fait du behavior imaging, c'est-à-dire de l'imagerie comportementale. C'est-à-dire qu'on ferait l'équivalent que ce que fait la radio. On est capable de faire des marqueurs, de dire combien de fois il a parlé, combien de fois il a fait de retour, combien cette personne-là s'est rapprochée, pas rapprochée. Et ça donne des indicateurs en fait. Donc c'est pas un diagnostic automatique. On n'a jamais voulu faire de diagnostic automatique, mais ça permet de faire ce qu'on appelle du diagnostic différentiel, c'est-à-dire de différencier les groupes et de pouvoir mieux les caractériser. Donc ça sert surtout à ça en fait. Ça c'est pour l'aspect perception. Pour l'aspect robotique, par exemple, dans les champs de l'éducation, on sait très bien que faire des erreurs, c'est pas possible pour un enseignant. Par contre, un robot, on est capable de faire ça. On est capable de mettre des robots et les mettre dans des situations différentes. Je vous donne un exemple. On a une tâche chez nous qui consiste, c'est de l'apprentissage par imitation. Donc c'est vraiment de l'apprentissage un peu particulier, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation, c'est je montre et le robot fait. Donc c'est un apprentissage
qui peut être supervisé, très souvent supervisé ou pas, ou de l'apprentissage par renforcement. Mais ce qu'on a pu faire comme tâche, c'est plutôt un enfant qui refusait d'écrire ou qui écrit pas bien ou qui a des problèmes de psychomotricité. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande d'écrire et le robot essaie de répliquer. Donc ce que fait l'enfant, la tâche, c'est qu'il enseigne à un robot. Et là, ça, c'est bien particulier. Ça, on ne pourrait pas le faire avec un thérapeute, par exemple. Ça n'a pas de sens qu'un enfant enseigne à un robot, à un thérapeute. Par contre, là, ça a du sens de faire ça. Et le robot apprend. Donc, il y a des problèmes de machine learning, mais il y a des problèmes aussi de perception, mais aussi cliniques. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les enfants étaient motivés déjà, parce que c'est une interaction pas avec un humain, mais c'est motivé parce que c'est sous forme de jeu, finalement, avec un robot. Et cet apprentissage-là, l'enfant se rend bien compte, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage avec du feedback. L'enfant se rend compte que s'il écrit mal, le robot écrit mal. Donc comme ça, il essaie de s'améliorer en fait. Il essaie petit à petit de s'améliorer. Et donc c'est connu dans le champ de l'éducation, hein, tous les enseignants connaissent ça. Hein, en anglais, on dit learning by teaching. On demande aux enfants, aux étudiants d'apprendre eux-mêmes en enseignant à d'autres. Voilà, c'est tout simplement une règle très simple. Et ça, c'est ce qu'on peut faire en clinique avec de la robotique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé aussi au laboratoire avec les équipes cliniques, de telle manière qu'on puisse, comme ça, avoir des systèmes où on peut demander aux enfants de faire des tâches qu'on ne ferait pas avec des thérapeutes. Donc ça, on l'a fait avec l'écriture, on l'a fait avec la posture aussi. Donc les enfants autistes ont des problèmes de gestion de leur propre posture. Donc on a fait des tâches de la même manière. Et c'est une tâche complètement clinique, hein, où d'habitude, c'est les thérapeutes qui demandent aux enfants de faire des gestes. Là, c'est l'enfant qui enseigne au robot des gestes. Et par ce mécanisme-là, en fait, ils apprennent à mieux maîtriser les gestes. Donc ça permet de faire des choses, j'allais dire, en psychiatrie, ces approches-là, que ce soit de l'imagerie comportementale ou de la robotique interactive, des choses qu'on ne pourrait pas faire sans, en fait. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est des tâches qui sont utilisées quasi quotidiennement, en fait, avec des robots, des tablettes, ça c'est quasi quotidien dans le service. C'est-à-dire il y a parfois même des projets où on a fini le projet et ça continue d'un point de vue clinique. Merci beaucoup pour toute cette clarification et explication très exhaustive. Merci beaucoup. Et je me permets d'interroger l'une de vos autres casquettes. Vous êtes président du comité consultatif éthique de la Sorbonne Université. On voudrait bien savoir quel est votre avis sur la responsabilité sociale des chercheurs et des entreprises en matière de l'IA et comment garantir une utilisation éthique de l'IA dans la société. Alors c'est le comité d'éthique de la recherche, donc c'est un comité bien spécifique parce qu'il existe dans le domaine de la recherche plusieurs types ou même dans le domaine de l'éthique, plusieurs types de comités d'éthique. Donc c'est un comité d'éthique de la recherche. Donc comment il fonctionne, c'est plutôt des porteurs de projets qui soumettent des protocoles de recherche et on va les aider on va évaluer leur protocole de recherche sur des questions de protection des données, de protection des personnes et sur des questions effectivement éthiques. Donc c'est particulier parce qu'il y a d'autres comités d'éthique qui sont plutôt prospectives en posant des questions prospectives. Je sais pas moi, le rôle de l'IA, le rôle par exemple là on parle beaucoup de ChatGPT, des choses de ce type-là. Donc on n'est pas dans ce positionnement-là. C'est-à-dire que nous, notre positionnement, il est plutôt les protocoles qui nous arrivent et ensuite on évalue ces protocoles-là. Une fois, cela dit, c'est des problématiques qu'on a ces problématiques de responsabilité, elles sont multiples en fait. On a des problèmes par exemple de mise en œuvre de collecte de données. Ça c'est souvent le problème numéro un en fait. C'est la vie privée, les données personnelles. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle qui sont justement qui font que ça, qui ne font que collecter des informations personnelles et très souvent sans le dire aux gens. Alors vous êtes alors il y a aussi une question aussi en Europe parce qu'il y a des réglementations en Europe parce que sur l'éthique il faut savoir que très souvent ça se transforme en loi et donc en Europe, on a quand même le GDPR et le RGPD, pardon, et le règlement qui nous permettent d'avoir un règlement sur la protection des données, mais c'est pas vrai partout dans le monde. Même s'il y a des initiatives dans d'autres pays ou dans d'autres continents, ça arrive
c'est pas toujours le cas en fait. Donc ça, c'est bien particulier en Europe. Le comité d'éthique de la recherche, il permet de faire ça. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de faire un certain nombre de recherches, mais le point numéro 1, c'est que les gens doivent être informés et doivent être au courant. Et très souvent, en fait, les gens ne sont pas au courant. C'est pour ça que maintenant, sur les RGPD, quand on va sur n'importe quel site, on nous demande. Et ce qui n'est pas le cas des systèmes d'IA, d'un certain nombre de systèmes d'IA. Donc en réalité, ça ne freine pas, ça change les méthodes. Ça change clairement les méthodes. C'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre. L'objectif, c'est quand même de protéger les personnes. Et donc, il n'y a pas de raison de freiner une recherche, mais on a même des recherches qui sont très critiques, mais qui sont quand même menées dans un cadre éthique. Et ça ne pose pas de problème en fait. C'est juste que il faut l'introduire dans sa démarche. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas très souvent, c'est pas pris en compte en fait dans la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on pense que voilà, j'ai réfléchi, je vais collecter des données, donc j'ai fait mon algorithme et je vais appliquer mon algorithme directement, mais on n'a pas pris en amont le temps de la réflexion éthique. Or, si on le fait très tôt, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Il n'y a pas de raison. C'est sûr que ça va prendre un peu plus de temps. Nous, notre évaluation, elle prend pas autant de temps, mais c'est le même mécanisme que l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire une évaluation en conférence ou soumission de projet ou une soumission d'un papier. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce temps-là. Et si les collègues prennent ce temps-là, ils auront des retours, j'allais dire, bénéfiques pour leur recherche. Il faut savoir que dans certains domaines, c'est pour ça que c'est bien particulier l'IA, c'est que les gens n'ont pas cette habitude-là, mais si on prend d'autres domaines, je pense notamment à la médecine, mais aussi à la biologie, je pense à l'animal, c'est obligatoire en fait de passer par des comités d'éthique, c'est une pratique. Et donc ces domaines-là ont réussi à passer ce cap-là, que ça soit automatique dans leur démarche. Il faut qu'on puisse le faire en fait dans le domaine du numérique. Il faut que ça devienne une pratique normale j'allais dire dans le domaine de la recherche, que ça soit une recherche publique ou une recherche privée, c'est-à-dire même dans l'industrie, on devrait pouvoir faire ça. On devrait l'intégrer. Et aujourd'hui, la recherche privée, même dans le médicament, sur le médicament, la biologie ou autre, ont des démarches. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien, mais ils ont quand même cette démarche-là. Alors, dans le domaine, c'est clairement pas c'est pas le cas systématiquement. Et un moyen de faire ça, pourquoi la médecine a réussi à faire ça? Alors bien évidemment, il y a des questions éthiques, mais il y a aussi des questions de financement et de publication. Vous ne pouvez pas publier de résultats, vous ne serez pas financé si vous n'avez pas ça. C'est pire aux États-Unis. Si vous n'avez pas, on ne peut pas par exemple demander de l'argent public sans avoir un comité d'éthique. Je pense que ça va venir il y a un certain nombre de financeurs qui font ça. L'Europe fait ça, par exemple, aujourd'hui, demande des évaluations éthiques systématiques des projets, notamment quand ils incluent l'humain. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans des journaux. Moi, je suis éditeur pour un certain nombre de journaux. C'est ce qu'on commence à faire dans des journaux très techniques, où on pense que voilà, c'est important que la communauté. J'organise une conférence là dans pas longtemps qui est une international conférence en multimodal interaction. Donc l'humain est central et on a mis des recommandations. On n'est pas encore au stade de refuser un travail, mais normalement, on devrait suivre ces recommandations-là. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, sur la responsabilité, bien sûr, et ça, c'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire une recherche sur ces sujets-là sans s'intéresser à la société? Ça veut dire que c'est une difficulté, je pense, notamment pour les étudiants. C'est-à-dire que quand on s'inscrit, je sais pas moi, une école d'ingénieur, un master, en fait, on s'inscrit pour faire de l'informatique, par exemple, ou du machine learning, de l'IA, et donc on n'est pas forcément formé à toutes ces questions-là. Or, aujourd'hui, il faut aussi être formé à ça. Et donc, c'est une difficulté aussi. Et donc, notre responsabilité, elle est aussi de former pour que les collègues puissent, après, dans le futur, être aptes à discuter de ça, prendre en compte ça dans leur démarche. Et je crois que le point important pour moi, c'est que ça doit être inclus dans la démarche. Et c'est pas en dehors de la démarche, c'est dans la démarche. Mais pour ça, il faut former, informer, et ainsi de suite. Et c'est assez intéressant, ce que vous dites, aussi parce que, comme vous le savez, cette interview se passe dans le cadre de la Data Spring School, organisée justement pour essayer de former les gens à ce qui est lié à l'intelligence artificielle et au machine learning. Est-ce que c'est justement cette réflexion et cette approche que vous avez
qui vous pousse aujourd'hui à nous accorder ce temps d'interview? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que des programmes tels que la Data Spring School sont vraiment utiles pour les chercheurs, les étudiants et même, je dirais, nécessaires dans le cadre de leur démarche académique? Ah oui, complètement. Alors moi, je soutiens complètement toutes ces initiatives-là. Très tôt, et depuis plusieurs années, j'avais organisé des écoles d'été, voilà, et de la formation, et surtout en tant que professeur, je pense que c'est important d'avoir ce cadre-là. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs industriels sur ces sujets-là, où on ne sera pas forcément compétitif les académiques, mais on sera clairement compétitif sur l'aspect formation et au moins sensibilisation. Et donc, je pense que c'est fondamental en réalité de faire ça. Et cette Spring School, en fait, c'est assez intéressant que d'avoir ces initiatives-là. Et moi, je suis très content qu'il y ait ces initiatives, d'autant plus qu'au Maroc. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais j'ai aussi des liens avec le Maroc. Mais en fait, malheureusement, je connais pas trop le Maroc, à part des liens familiaux. Donc, je suis très, très curieux de ce qui se fait euh, sur l'IA. Et je trouve ça, c'est très très bonne initiative en fait. C'est vraiment des très bonnes initiatives parce que les écoles d'été, moi personnellement, quand j'étais en thèse, je crois que ce qui m'a beaucoup changé, probablement même ma carrière, c'est les écoles d'été justement. Parce que c'est des endroits où on rencontre des gens qui sont disponibles. Beaucoup plus qu'une conférence en réalité, beaucoup plus qu'une conférence où on vient, on présente. Et dans les conférences, il y a beaucoup cet aspect un peu compétitif. Je présente mon dernier résultat et je pars. Alors que là, non. Il y a l'aspect formation, il y a l'aspect échange, il y a l'aspect temps. On peut passer du temps avec les collègues, avec les étudiants, les étudiantes aussi. Et donc, c'est important qu'il y ait ce cadre-là. Et donc, ces réflexions-là, en fait, je pense que c'est les bons endroits, en fait. C'est vraiment des bons endroits pour mener ces réflexions-là. Parce qu'on ne pourra pas les mener dans les conférences, en réalité. À part peut-être il y aura sûrement des présentations, il y a sûrement mais ces écoles-là, personnellement, je pense que c'est un bon modèle en fait. C'est un bon modèle pour transmettre ces informations-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire aussi des séries. Ça veut dire que on peut le répéter et donc on sait bien que dans l'enseignement, il faut répéter. Et donc c'est bien d'avoir des séries comme ça où les gens viennent, reviennent. Euh, pour justement montrer que c'est des points importants. Bien évidemment, il faut faire varier les thématiques, mais il y a bien évidemment des invariants. Ces questions d'éthique et autres sont importantes en fait. Et je pense que vous les aborderez d'une manière ou d'une autre. Oui, la Spring School de cette année, c'est la deuxième édition. Il y avait une première édition l'année dernière et l'année prochaine aussi, il y aura une autre édition avec tout un nouveau thème, de nouveaux concepts. Et cette année, l'une des salles de l'école de printemps autour de la prise de décision basée sur la donnée a été nommée en votre honneur. Donc, il y a plusieurs salles d'atelier nommées notamment Yann Lequin, Alan Turing, Al Khawarizmi, John McCarthy et à vous une salle nommée Mohamed Chitwani. Donc, comment percevez-vous le fait de cette nomination et quelle est votre vision, pour terminer avec une question générale, quelle est votre vision de l'avenir de l'IA pour la prise de décision? Moi, au début, j'étais étonné, surtout de m'être mis dans cette liste-là. Je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont choisi? Et donc, c'est ce que j'avais dit avant. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement de légitimité, et j'en avais toujours pas de légitimité par rapport à ça. Mais une fois dit, bien évidemment, ça fait plaisir de faire ça, ça m'a fait pas mal plaisir de voir ce. Mais honnêtement, ce qui m'a plutôt fait plaisir, c'est que justement, c'est une initiative comme ça qui aussi au Maroc. Et ça, comme j'ai dit, en fait, malheureusement, je connais pas très bien cette région-là et je connais pas tous les travaux qui sont menés là. Et donc, moi, je suis très curieux de voir en réalité. Si j'avais le temps, je serais venu. J'avoue que je serais totalement venu et je pense que je viendrai vous voir parce que je pense que c'est une initiative à vraiment soutenir parce qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel et je pense que c'est ce qui change aussi dans le numérique. Et donc, avoir cette salle en honneur, bien évidemment, c'est un honneur, mais ça donne aussi une responsabilité, probablement, qui probablement me dépasse aussi. Donc, c'est évidemment très complexe de répondre à cette question-là, mais évidemment, c'est un honneur à.
Mais bon, je pense que ce qui est important, au fond, c'est clairement de montrer qu'il y a des possibilités, et je pense que le numérique il va changer les choses. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait au Maroc et changer complètement et avoir des contributions qui peuvent être majeures si on y met les moyens. Moi, je sais très bien d'où je viens également. Donc, même si je suis né ici en France, je sais très bien que j'ai pu maintenant, si je suis professeur, il y a eu un certain nombre d'étapes avant que je vienne ici. Hein. Ça n'a pas été aussi simple que d'arriver là. Et je sais que c'est des étapes compliquées, mais il faut juste y tenir et avoir des projets. Et je pense que ça, c'est un message qu'il faut faire passer. Et l'IA permet de faire ça, en fait. Aujourd'hui, finalement, rabat les cartes sur un certain nombre de sujets, en fait, ces possibilités-là. Et donc maintenant, moi, là où je suis très content, c'est qu'il y ait des formations. Et donc, si on forme, et en plus, il y a des initiatives comme ça, et qu'il y ait des liens, notamment avec l'école d'ingénieurs, ça c'est vraiment bien, qu'il y ait des liens avec l'Europe et la France notamment, ça va permettre de changer les choses. Ça va permettre de vraiment changer les choses, et ça va être bénéfique pour tout le monde. Je pense que même pour nous, j'étais en France, si je mets une casquette plutôt en France, on a aussi besoin de talents sur ces thématiques-là. C'est extrêmement délicat de recruter. C'est très difficile en fait de recruter, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'IA, mais combien de personnes sont vraiment capables de traiter ces sujets-là avec, notamment dans ce que je fais, moi, la pluridisciplinarité, je pense que c'est compliqué. Alors sur la vision de l'avenir, ça, c'est toujours compliqué. C'est des questions très très compliquées parce que chaque fois qu'on fait des prédictions, ça se passe pas, donc j'en fais jamais. Mais ce qui est évident, ce qui me semble évident, c'est que ça change. C'est que ce qu'on disait il y a 1 an ou 2 ans est déjà pas valable. Donc ça, c'est une capacité qu'il faut apprendre, ou il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que les choses vont changer. Et quand on dit rebattre les cartes, je pense que ça, c'est assez sérieux. Ça veut dire que les choses vont se modifier énormément. Et l'IA et toutes ces méthodes-là, notamment moi je le vois dans mon domaine, ça change énormément. Et ce qu'on disait il y a 6 mois, c'est plus valable. Il y a une compétition aussi très importante avec les industriels. Aujourd'hui, beaucoup de collègues vont aussi, même dans l'académie, vont dans l'industrie parce que, alors peut-être probablement aussi parce qu'ils sont mieux payés, mais pas que, et qu'ils ont plus de moyens, mais aussi parce qu'ils ont d'autres collègues. Parce qu'ils ont aussi d'autres collègues, on retrouve des laboratoires de recherche ces grandes industries qui sont pratiquement la Dream Team, c'est-à-dire plusieurs chercheurs de très haut niveau qui sont mis ensemble. Et ça veut dire que il faut le prendre en compte dans nos activités. C'est-à-dire qu'on va avoir une compétition qui va être très différente. Et si on regarde les conférences, ils sont très très actifs dans les conférences. Et donc je pense que ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que les choses changent très rapidement et que les acteurs sont très importants. Et ils mettent énormément de moyens. Ça veut dire qu'en termes de recherche pour les académiques, il faut trouver des pistes évidemment différentes et être en amont de ces travaux-là. Un autre élément, c'est l'aspect pluridisciplinaire. Je pense qu'on peut plus vraiment. C'est-à-dire qu'il faut clairement rentrer en profondeur d'un point de vue technique, mais il faut s'ouvrir à d'autres disciplines. C'est évident. Tout à l'heure, on parlait des questions éthiques, mais pas que. Hein. Demain, il y aura des questions sur le droit. Je pense que le droit va apparaître rapidement. Il y a des questions économiques, il y a des questions sociétales, il y a des questions d'acceptabilité. Pour ce que je connais sur le Maroc, bien évidemment, il y a des endroits que je connais au Maroc, il n'y a juste pas d'électricité. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça qui sont compliquées. Je pense qu'il faut quand même les prendre en compte. Et aujourd'hui, pour toutes ces contributions-là, il faut aussi s'ouvrir à la société, s'ouvrir à ces questions-là. Donc il y a un certain nombre de questions qui me semblent importantes à prendre en compte. Donc je ne pense pas qu'il faille qu'on puisse vraiment prédire ce qui va arriver, mais ce qu'on peut déjà mettre en place, et je pense que ça c'est le rôle justement des académiques et de cette école-là par exemple, c'est de mettre des méthodes pour se préparer à ça. Et être agile, on sait très bien que ça va être une question d'agilité, d'être assez rapide et assez agile, et pour pas rentrer dans des schémas qui vont être bloquants. Je crois que c'est la priorité pour moi, c'est plutôt de mettre des méthodes, d'arriver à mettre en place des méthodes qui vont nous permettre, pas seulement aux étudiants, mais collectivement,
à s'adapter à ces changements-là. Je vous remercie pour l'interview, pour le temps accordé et nous avons bien eu l'honneur de vous avoir aujourd'hui. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit. Merci à vous. Merci à vous.